Oui, je m'appelle Elodie et je suis doctorante au CRESOA. Je m'occupe d'un poste d'ATER depuis le mois de janvier et l'une des matières que je devais animer, que je dois toujours animer, englobe ce concept d'Indian Ocean. Face à ça, je me suis retrouvée à un questionnement, tout simplement, comment intégrer les étudiants dans ces réflexions autour d'un concept qui est en construction, on l'a vu au cours de ce séminaire, et comment les former également à la compréhension de cette notion. Je me suis servi des travaux dirigés pour ça, et je voulais un peu dynamiser cette approche-là. Et donc, je suis passée par ce que je vais appeler la pédagogie inversée, à savoir, en fait, on transmet des supports pédagogiques, que ce soit numérique, papier, aux étudiants. Ils les consultent avant de venir en cours, et en cours, le but, c'est vraiment d'échanger, de débattre autour de ces notions. Et autour de ces débats, justement, ils vont se construire leur propre définition et se positionner dans ce concept d'Indian Ocean. Je ne vais pas aller trop longue, mais la particularité de cette approche, c'est notamment pendant le premier cours, je mets en place un brainstorming sous forme d'atelier où ils vont constituer des groupes et je vais leur demander de me dessiner ce que représente pour eux l'Indian Ocean. Au début, ils sont interpellés, dessiner, ça fait un peu enfantin, mais justement, ça va créer un petit peu de chaleur dans ce cours et ils vont se sentir plus libres de partager leur compréhension du sujet, et ça conclut sur la fin. On a eu des dossiers très intéressants qui m'ont fait comprendre qu'ils avaient effectivement imprégné cette notion et la difficulté aussi des limites de l'Océanie. Donc, peut-être la question que je pourrais vous poser dans cette table ronde, c'est comment vous, en tant que futur enseignant peut-être, vous avez travaillé aussi sur cette notion, vous partageriez vos connaissances auprès d'un public d'étudiants afin de les stimuler et de vraiment les intégrer dans cette recherche aujourd'hui. Je passe le micro, je peux faire comme ça, je te passe celui-là. Il change. Du coup, moi, je n'avais pas pensé cette table ronde comme une vraie discussion. Du coup, j'avais déjà préparé une petite explication sur l'Indian Oceanie dans les ouvrages touristiques. Donc, je te propose d'en parler un peu pendant quelques minutes, et puis ensuite on échangera autour de ça. Après, je suppose que ça rejoint un propos de tout à l'heure. Justement, parce que c'est en préparant justement la table ronde et la communication que je me suis rendu compte que l'Indian Oceanie, je n'y avais pas pensé pendant ma thèse, tout simplement parce que ça n'existe pas dans les guides touristiques. C'est même pas que c'est une zone floue, c'est que on prend chaque territoire indépendamment des uns des autres, on essaie d'avoir toutes les singularités de chaque île. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de discours sur l'Indian Oceanie dans mon corpus, en tout cas. Donc voilà, j'avais préparé un peu mon passage par rapport à ça. Vas-y. Je ne sais pas combien de temps tu avais prévu de parler. C'était juste 5 minutes. Quoi, on t'écoute, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Oui, je pourrais reprendre par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce que Karpama Merimoto avait dit dans sa publication en 2018. Et il présentait aussi les îles comme un Éden, parce que selon lui, l'Éden dans la Bible est déjà défini comme une terre entourée d'eau. Et c'est donc à partir de cet imaginaire que se construisent aussi les discours touristiques. Et donc, encore une fois, ça ne laisse pas de place à l'Indian Ocean. Et puis, on a aussi la notion de l'exotique, qui est définie comme le dit Lionel Gauthier. Ça nécessite quand même un double éloignement, déjà d'une part symbolique et d'une part par rapport à la distance.
Donc, cette volonté justement de vouloir faire de chaque territoire un territoire exotique, ça ne laisse pas de place à l'unité d'Océanie et on essaie de trouver les singularités, même si on en parle de la même façon. Paradoxalement, c'est un peu contraire en fait de trouver le concept d'unité d'Océanie dans les guides touristiques. Donc j'ai déjà un peu raconté ce que j'allais faire. Donc, C'est Oui. Bonjour à tous. Alors, pour cette table, j'ai essayé de m'intéresser à deux concepts. Le concept de l'Océanie, qui est le concept principal de avant le maths. Le concept de l'Océanie et le concept de patrimoine transfrontalier, c'est-à-dire les biens patrimoniaux partagés, si vous me permettez l'expression, entre plusieurs territoires, avec un regard sur un cas que j'étudie dans ma recherche en thèse, c'est le projet d'accumulation de la route migratoire de la NABOS. Donc, juste pour rappeler le projet, en 2012, le projet a été créé par la région Réunion, et auquel plusieurs territoires de la zone sud-ouest de l'océan Indien se sont rattachés. Et finalement, il y a une diversité d'acteurs dans une typologie qui intègre ce même projet. Au niveau des territoires, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent des points communs, que ce soit au niveau de leur histoire coloniale, leur culture ou de leur peuplement, mais aussi énormément de disparités en termes économiques, que ce soit à travers leur indice de développement humain, par exemple, les langues, les sociétés, les législations. Et les acteurs du projet reflètent un petit peu ces points communs et ces disparités, parce que les acteurs sont tous différents. Je suis ici m'intéresser à uniquement deux d'entre eux, l'acteur économique, le touristique, c'est-à-dire les institutions touristiques, et l'acteur scientifique associatif. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une association entre enjeu et acteur. Chaque acteur, le positionnement de chaque acteur répond à certains enjeux. L'exemple de la valorisation touristique, du développement économique, de la recherche scientifique, de la préservation de l'espèce. Et donc là-dedans, j'ai questionné finalement, ma question c'est que dire du patrimoine transfrontalier dans ce concept d'Océanie. Alors, ce ne sont pas vraiment des résultats, plus des pistes qui sont à discuter selon moi. Parce que la piste, j'en ai mis trois. En gros, c'est le patrimoine transfrontalier revient à questionner la construction de sens, la construction d'éléments communs et d'une certaine homogénéité entre les territoires finalement. À travers l'identité vue comme commune et multifacette entre les territoires, dans d'enjeux vus comme communs, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, entre autres, par rapport aux acteurs auxquels je me suis intéressé. Et des enjeux qui dépassent finalement la question culturelle présente dans l'objectif même des projets pour la patrimonialisation. Le patrimoine foncier devient finalement un outil géopolitique qui permet de piloter les actions et les échanges entre les territoires et les acteurs et qui définit les enjeux et les défis auxquels doivent répondre chaque territoire à travers leur positionnement dans un projet de patrimonialisation. Voilà, je vais juste avoir des places de dépasser. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais proposer une réflexion un peu plus liée aux nouvelles technologies par rapport à l'océan Indien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la globalisation paraît évidente, on va dire, dans les pays occidentaux, notamment en Europe où les voyages, l'accès au transport, on va dire, aérien, se banalise de plus en plus. Et du coup, cette globalisation et la création de ce sens commun dans les pays européens devient de plus en plus, comment dire, ça devient de plus en plus normalisé. Et ici, à La Réunion et dans l'océan Indien, on a une profusion de la généralisation de cet outil qui est le téléphone, Internet, etc. Mais il y a encore
des réticences par rapport à l'échange, parce qu'on n'a pas encore de sens commun entre les acteurs de l'océan Indien. Et j'ai pu remarquer que ces échanges, enfin, il y a une création de patrimoine, on va dire, par l'Europe qui a été mis en place depuis 2015, notamment financé par le FEDER. Donc, j'ai recensé, peut-être, j'ai pas encore toutes les informations, mais j'ai recensé 2 sites principaux. Donc, il y en a un qui est sorti en 2015 et puis un autre en 2018 depuis La Réunion. Et propose justement la mise en commun de ce patrimoine, de cette histoire. Mais moi, je m'intéresse principalement aux réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram, et l'usage qui en est fait des acteurs. Donc, des personnes lambda, en fait, communes. Comment est-ce qu'ils s'approprient, en fait, cette histoire, leur identité et ce sens commun. Et par les réseaux sociaux, peut-être que je n'ai pas encore assez de connaissances, mais en tout cas, au niveau scientifique, il n'y a pas encore vraiment il n'y a pas encore vraiment de réflexion sur le sujet. Et donc, du coup, j'aimerais bien lancer ce débat durant ce temps. Voilà. Tu peux garder le micro. Ok. Est-ce que déjà vos prises de parole suscitent des questions les uns aux autres, ou des questions de la salle, ou des réflexions? Peut-être rapide et différent. Non, moi, ce qui me frappe dans vos prises de parole, c'est que on parle d'Indienne-Océanie, mais on ne parle pas d'Indien-Océanien. Et je me demande si... Enfin, nous, en littérature, un des mythes qui est à l'origine de l'Indienne-Océanie, c'est le mythe de la Lémurie, qui serait que du coup, Madagascar, Maurice, La Réunion seraient les sommets qui restent émergés d'un continent englouti. Et du coup, ce mythe-là, c'est un mythe de l'origine, c'est un mythe qui place l'origine des langues et de l'humanité dans l'Indienne-Océanie plutôt qu'ailleurs. Et du coup, pourquoi est-ce que... Enfin, tu dis qu'il n'y a pas encore de conscience indienne-océanique qui émerge dans les réseaux sociaux. Et de l'extérieur, visiblement, dans les guides touristiques, on ne parle pas d'Indienne-Océanie. Donc, c'est un discours Indienne-Océanie qui vient de la théorie, qui vient de l'intérieur. Donc, est-ce que les étudiants se sentent indiano-océaniens? Est-ce que la question ouverte, est-ce qu'il y a cette idée de conscience indiano-océanique et d'être indiano-océanien qui peut commencer à émerger? Est-ce que vous la voyez à travers vos disciplines? Quelqu'un veut... Moi, alors pour le premier atelier que j'ai mené avec les étudiants, justement sur la représentation de qu'est-ce que pour eux le niveau d'Océanie, au niveau, forcément, des représentations, c'est essentiellement des cartes. Et la plupart du temps, je pense, les 3/4 du temps, il y a eu une représentation des îles de l'océan Indien avec des flèches un petit peu qui ramenaient aux influences de l'Inde sur les îles, de l'Afrique, parfois même de l'Australie. Donc pour eux, en tout cas les étudiants que j'ai interrogés, il y a quand même cette conscientisation d'îles ayant influencé par le tramontinant dont on a parlé jusqu'à présent. Oui. Après, est-ce que ça colle à ça le terme d'Indienne-Océanie? Je ne pense pas, parce que quand je leur ai présenté la notion, déjà, je crois que ça a été une découverte. Il y a quelques instants où c'était un peu béat, après on les pousse, mais il y a quand même une petite conscientisation en tout cas pour la Réunion, ils savent qu'ils sont sur une île où il y a une influence africaine, une influence indienne. Je ne sais pas si tu veux. Oui, du coup, comme Élodie, aussi dans les guides touristiques, on ne constate pas la présence du terme Indienne-Océanie, mais c'est vrai que quand on essaie de généraliser un petit peu, on va voir apparaître le terme créole. Et du coup, on va parler de gastronomie créole ou de culture créole. Et donc, c'est un peu comme ce que tu avais dit aussi, on tombe peut-être un peu dans la banalisation du monde. Et du coup, je m'interroge aussi là-dessus. Alors, moi, personnellement, dans mes recherches et de par mon expérience personnelle,
j'ai eu des entretiens où, par rapport à ma génération, il y a une conscientisation de ce phénomène et il y a une réelle prise de position, on va dire, sur les réseaux sociaux par rapport à ce phénomène. Et en fait, il y a des jeunes qui veulent vraiment créer cette identité indiano-océanique à travers les réseaux sociaux. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ce n'est pas forcément compris par le public réunionnais. Donc, par exemple, pour une artiste, donc c'est beaucoup dans le domaine de l'art, de la représentation et de la réappropriation de l'identité africaine. Par exemple, une jeune femme qui va représenter l'Afrique, souvent on va demander est-ce qu'elle habite en Afrique, parce qu'on ne croit pas qu'elle habite à La Réunion en fait. Donc il y a cette conscience, mais il n'y a pas encore cette assimilation à tous les. Je pense que ça dépend vraiment des communautés en fait, et de la pensée de l'histoire, des connaissances historiques sur l'île. Alors, moi, dans mon recherche, je m'intéresse pas tellement à la conscience indiano-océanique, donc aux Indiano-océaniens. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as dit qu'il n'y a pas de rapport à l'indiano-océanique dans les guides, et pourtant. Textuellement, il n'y a pas de. Oui, textuellement, et ça, je trouve ça intéressant parce que il y a l'association nationale aussi qui sont les Ilvani, qui d'ailleurs parlent de ces concepts nationaux. Et finalement, est-ce que le concept national n'est pas plutôt, pas récupéré, peut-être pas le bon terme, mais n'est pas développé uniquement par des acteurs institutionnels et économiques qui n'ont pas forcément une portée au niveau des populations? Pour autant, on construit des rapprochements, des rapports avec des îles autour de la Réunion et le reste de l'océan Indien. On crée des rapports, que ce soit avec Maurice, on appelle par exemple, c'est Maurice qu'on appelle comme ça, l'île Sœur. Et ce terme-là, il est assez intéressant parce que les Seychelles, je ne sais pas s'il y a un terme exprès pour les Seychelles, pour désigner les Seychelles à la Réunion. Et l'usage de ce terme-là, je trouvais quand même assez intéressant d'utiliser le mot sœur avec la Réunion. Je pense que c'est tout. J'avais autre chose en tête, mais j'ai zappé, désolé. Ça va revenir. Alors peut-être qu'il y a des interactions dans le public, je vois des yeux pétillés, ça fait plaisir. Tu peux encore faire passer le micro. Lauriane, notre médiatrice. Merci Lauriane. Les yeux qui pétillent, Lauriane. Oui, pétillant, pardon. Merci pour ces échanges. Votre remarque, parce que c'est une question que j'avais en tête, c'était justement le concept d'Ilvani, qui pourrait rejoindre les travaux bancaires. Parce que la COI a eu beaucoup également ce projet. D'ailleurs, les initiatives de patrimonialisation, type ADN, etc., ça s'inscrit aussi dans les initiatives d'Ilvani. Donc, juste pour te dire, première question, est-ce qu'au niveau des guides, à défaut d'Indiano-Océanie, est-ce que le concept d'Ilvani n'apparaît pas non plus, y compris dans les guides les plus récents, parce que là, on est quand même sur des projets inter-îles, au niveau de l'aérien, etc. Enfin, ça devrait, je vais dire, figurer dans des guides touristiques. C'était déjà cette première question, et après, j'aurais une remarque secondaire. Enfin, je laisse répondre déjà à la première, à celle-ci. Justement, par curiosité, là, je me suis procuré une nouvelle édition des guides et ça n'apparaît toujours pas. Et en fait, je pense vraiment que c'est parce qu'on essaye de promouvoir une île et pas une zone, en fait. Donc, vu que, moi, en tout cas, les guides que j'utilise, elles sont toutes centrées sur une seule destination. C'est la raison pour laquelle ça n'apparaît pas. Après, c'est vrai qu'on a des comparaisons avec l'Hexagone, comme je disais tout à l'heure, mais à part ça, non, il n'y a vraiment pas de lien avec d'autres. Donc les Ilvani, non, ça ne va pas. D'accord. Donc ce qui semble rejoindre ce que vous disiez, c'est-à-dire quelque chose qui est peut-être assez éthéré, qui reste du domaine
politiques ou institutionnelles et qui ont encore du mal à persuader, à irriguer, en fait, à descendre au niveau politique, au niveau même humain, tout simplement sociétal, où les gens semblent ne pas encore s'approprier cette notion. Et justement, pour la promotion touristique, moi, ça me paraît un peu antagoniste aussi, puisqu'on va essayer de promouvoir une destination. Donc, si on fait des parallèles avec d'autres îles, pour moi, ça paraît un peu antagoniste. En fait. Alors, justement, je voulais avoir votre avis pour que ça fasse sens. Est-ce qu'il ne faudrait pas jouer justement sur le côté identitaire? Parce que je pense que pour qu'il y ait une appropriation de la part d'une partie de la population en général de ces îles du sud-ouest de Saint-Martin, il faudrait peut-être un aspect identitaire. Et c'est vrai que c'était mis en avant dans l'ancien secrétaire général de la COI, c'était que partout ailleurs, vous avez des ensembles d'îles qui ont un destin commun, qui ont un passé proche, proximité, et il y a un nom en fait qui les identifie. Donc, on parle bien des Antilles, on parle bien de la Macronésie avec les îles du Cap-Vert, les Açores, Madère, etc. Pourquoi il n'y aurait pas un nom qui est également fédérerait ces îles du sud-ouest de l'océan Indien? Je pense que ce message porté de cette manière, effectivement, après, en déclinant des critères culturels, l'identité, la gastronomie, la créolité, l'architecture, des éléments qui parlent aux gens dans le quotidien, dans leur culture. Peut-être que si ça c'était mis en avant, ça infuserait davantage. Je voulais avoir votre avis, monsieur.